Bienvenue à Destination Numérique, vous écoutez un tout nouveau balado de formation présenté par Événements Attraction Québec et Formation Infopresse. Moi, je m'appelle Arnaud Granata et je serai votre guide dans cette série sur le virage numérique dans l'industrie touristique. Dans chaque épisode, on parle d'une tendance numérique incontournable avec des experts mais aussi avec des leaders du milieu. Que vous soyez gestionnaire, entrepreneur ou encore spécialiste, ces conversations, elles vous permettront d'aiguiser votre regard stratégique et de bonifier vos pratiques. Quelle que soit la taille de votre organisation, on vous donne des conseils concrets, mais aussi des ressources pratiques pour vous outiller et vous accompagner vers votre destination numérique. Alors c'est parti! Grâce aux géants du web, n'importe qui peut devenir un annonceur si la publicité numérique fait partie intégrante du modèle d'affaires des Google, des Facebook ou encore Amazon. On peut aussi en dire autant des attractions et des événements qui investissent des sommes importantes en placements publicitaires numériques. Les géants du web offrent des produits publicitaires très performants qui fragilisent parfois le monde des médias. Même si la compétition est forte pour maximiser le rendement des dollars publicitaires, de plus en plus d'attractions et d'événements misent aussi sur des partenariats novateurs pour attirer des nouveaux visiteurs. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on se demande comment tirer profit du potentiel de la publicité numérique. Notre expert invité, c'est Jonathan Nicolas, stratège à l'agence Glo et formateur Infopresse, expert des campagnes publicitaires numériques. Bonjour Jonathan. Bonjour. Notre leader invité, c'est Pierre-Alain Benoît, directeur général du festival Mural à Montréal, cofondateur du festival GEM à Drummondville. Bonjour Pierre-Alain. Bonjour. Alors, la publicité numérique, ça regroupe plusieurs disciplines, comme la stratégie, l'achat média, l'analyse de données, j'en passe. Jonathan, comment décririez-vous l'univers de la publicité numérique aujourd'hui en 2022 parce qu'elle a beaucoup évolué? Je dirais qu'elle est très complexe. En fait, elle est plus complexe que jamais. On observe en ce moment une multiplication des plateformes publicitaires, une multiplication des formats qui sont disponibles, puis aussi une multiplication des mesures. Donc, il y a beaucoup de changements à travers ça, puis ça peut être à la fois très lourd, mais pour ceux qui savent en tirer profit, c'est encore plus performant que jamais pour les attractions et les événements. Donc, c'est une nouvelle façon de travailler qu'il faut aborder. Il faut briser de plus en plus les silos pour impliquer autant les gens créatifs en amont, puis des gens d'analyse, même des gens de web à travers tout ça pour bien réussir. Parce que le métier s'est aussi complexifié, parce que cette pratique-là, elle s'est ouverte dans les dernières années de publicité numérique. Là. Donc, ça demande d'avoir à l'interne des gens qui ont cette expertise-là. Absolument, ou de collaborer avec de plus en plus de parties prenantes qui peuvent être à l'externe. Mais il y a certainement cette notion-là que la collaboration est plus importante que jamais. Oui. Pierre-Alain Benoît, vous êtes, donc je le disais, directeur général du festival Mural à Montréal, qui existe depuis 2012. Ouais, quand même, hein, on n'est plus tout jeune. On était là au début. Au départ, c'est un événement où des artistes étaient appelés à peindre des murales temporaires ou permanentes même sur les murs de bâtiments près du boulevard Saint-Laurent. Quel rôle a joué le numérique, la création de contenu dans le développement du festival? Ça joue un rôle clé et ça en joue un encore plus, je dirais, dans les dernières années. C'est certain qu'au début, on a misé beaucoup sur une campagne de relations publiques organique, puis la nouveauté, l'originalité de ce qu'on proposait artistiquement pour attirer les visiteurs. Puis de le faire sur une rue piétonne en plein cœur de Montréal, ça nous a clairement aidé. Mais ça a fini par avoir ses limites aussi, dans le sens où il fallait composer avec le besoin d'attirer les nouvelles clientèles, les nouveaux festivaliers à chaque année. Puis je pense qu'on a su en tirer profit relativement facilement au début à travers évidemment l'intégration facile de notre contenu artistique sur des plateformes comme Instagram, par exemple, dans les premières années du festival, alors que cette plateforme-là est en pleine explosion. Mais on voit aujourd'hui les défis se complexifier, comme Jonathan le mentionnait. Maintenant, on travaille sur une programmation musicale avec vente de billets, on travaille sur la commercialisation de produits artistiques aussi, et on veut attirer des clients, pas juste des passants et des festivaliers gratuits, et les attirer, les convertir et les garder avec nous. Donc, toute la complexité de la publicité numérique de nos jours nous
nous occupe tout le temps. Et donc, comment vous travaillez? Est-ce que vous travaillez avec différents partenaires? Est-ce que c'est une expertise que vous avez développée à l'interne que de faire ces stratégies de publicité numérique-là? Je pense qu'on a développé une belle expertise au niveau de la création de contenu comme tel, puis que ça vient un peu avec la nature de ce qu'on fait. Puis c'est pour ça que c'est aussi bien adaptable au type de format puis de plateforme avec lesquels on travaille. Mais par rapport à la stratégie, à la technique, à l'optimisation des campagnes, c'est sûr que la complexité de l'industrie a dépassé de loin notre expertise interne. On a été obligé d'aller aussi avec beaucoup de nouveaux partenariats, d'agences, de spécialistes à l'externe pour améliorer nos pratiques. Oui. Puis ça a été quoi le gros apprentissage des dernières années, là, si on doit en avoir un en exemple par rapport à votre stratégie publicité numérique dans votre festival? Nous, ça a été vraiment la question de la vente de billets, donc de l'analyse de données, de la complexité des stratégies pour non seulement parler au public, mais aussi le convertir, le retargeter à travers des plateformes qui pourraient être optimisées ou des campagnes qui pourraient être optimisées demandent une expertise en programmation puis en mathématiques à un certain niveau que tu ne trouvais pas avant. Mm-hmm. Avant, on faisait un show gratuit, on mettait un petit boost Facebook sur l'événement Facebook. Ça suffisait. La bonne vieille époque. La bonne vieille époque, on parle de 5, 6, 7, 8 ans, là, pas si lointain que ça. Maintenant, là, il faut aller comparer 6 formats de vidéos 15 secondes avec des captions différents, puis les optimiser, puis après ça, mettre des pixels sur ta plateforme de billetterie puis ton site web pour retargeter les gens qui sont venus mais qui n'ont pas acheté. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Ça s'est complexifié. Jonathan, comme stratège, comment vous aidez une organisation à identifier les bons objectifs, les bons canaux pour un plan d'achat média numérique? C'est quoi les bonnes étapes? Parce que moi, je le vois aussi dans mon organisation. On a une méconnaissance totale des étapes à suivre pour faire une bonne planification publicitaire efficace sur ces médias numériques-là? Mm-hmm. En fait, la première chose, c'est de résister à l'envie de s'éparpiller. Ouais. C'est trop facile de faire une pizza, là, puis là, de saupoudrer un paquet d'ingrédients que seraient différents médias, puis de juste tout mettre ensemble, puis de dire, je vais lancer tout ça. Je pense que vous l'avez bien mentionné, l'analyse est la première étape qui est si cruciale pour être capable de guider un client, guider un événement pour savoir vers où s'enligner. On est capable d'avoir des analyses externes, des données externes pour être capable de mieux cerner comment une industrie évolue dans le secteur numérique, qu'est-ce qui influence les décisions d'achat dans ce domaine-là précis. Mais il y a aussi une énorme richesse dans les propres données d'une entreprise, d'un client. Donc, c'est en plongeant à travers les données dans Google Analytics, par exemple, ou dans les campagnes précédentes, ou même dans des choses comme les différentes plateformes sur les médias sociaux, puis en allant au-delà même du quantitatif, dans le qualitatif, pour voir qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce qu'ils vous envoient comme message, qu'est-ce qu'ils laissent comme commentaire, pour vraiment avoir une meilleure idée de quels sont les besoins auxquels on a besoin de répondre, puis ultimement, comment est-ce qu'on est capable de penser une stratégie publicitaire qui est vraiment adaptée à ces différents, points de friction ou déclencheurs pour finalement être capable de les convaincre d'acheter leur billet. C'est quoi l'erreur la plus fréquente que font des entreprises en général quand vient le temps de planifier une stratégie publicité numérique? Je dirais que c'est de partir trop rapidement, de vouloir le lancer trop rapidement. Soit l'analyse est malheureusement escamotée, ou même, encore pire, c'est le paramétrage de la mesure pour être capable de savoir en cours de route ou après qu'est-ce que ça va donner. Il y a plusieurs organisations qui, et j'en reviens pas de dire ça en 2022, mesurent encore leurs résultats basés uniquement sur des clics. Mais tu sais, oui, j'ai eu plein de clics vers ma billetterie, vers le site de mon événement, peu importe, mais un clic, ça vaut rien en soi, là. Si la personne reste 1 seconde sur le site puis quitte, ça m'a absolument rien rapporté. Donc, toute cette notion-là de penser dès le début d'un projet, dès le début d'une campagne, de bien paramétrer les différents outils de mesure pour s'assurer qu'on va être capable de
avoir les informations clés en temps réel, puis on va être capable d'optimiser. C'est malheureusement quelque chose qui est encore oublié et qui doit absolument être mis en place. Bon, on le sait, le numérique permet de rejoindre son public de manière super ciblé, ultra niché, on pourrait dire. À Mural, vous avez ajouté donc ce volet de musique urbaine qui s'adresse notamment à une génération plus jeune, les Z, les millénarios, comme on doit le dire. Pourquoi la publicité numérique est essentielle pour promouvoir des événements et rejoindre le public et ce public-là particulièrement? Je pense que c'est un public qui consomme des médias d'une manière très, très différente de ce qu'on a connu, non seulement il y a plusieurs décennies, mais même il y a moins d'une décennie. C'est en mouvance constante. J'ai pas fait d'analyse universitaire sur la question, mais par exemple, nous, là, après 2 ans de vente de billets, en développant, comme l'a dit Jonathan, des informations sur nos clients, on a été capable de les sonder aussi qualitativement, de leur poser des questions. Puis, par exemple, quand on leur demande comment ils ont entendu parler du festival Mural, si on additionne la télé, la radio puis les journaux imprimés, on est à 7-8% du total seulement de gens qui ont été fermés comme ça du festival. Donc, on dit, OK, il y a plus de 90% de nos clients qui nous connaissent uniquement dans l'univers numérique ou le bouche à oreille. Mais bon, le bouche à oreille découle probablement aussi d'un ami dans l'univers numérique, en quelque part. Donc, ça n'aurait jamais été ce genre de chiffre-là en 2013 quand on a commencé, certainement pas. Puis concrètement, combien vous investissez pour réunir vos objectifs là, de vente, de notoriété? Disons que sur un portefeuille média global de peut-être, je dirais, disons 100-120 000 $, on va aller au moins aux 2/3 dans la publicité numérique maintenant. Puis est-ce que c'est quelque chose qui a augmenté, vous diriez, dans les 2-3 dernières années? C'est sûr que ça vient avec un modèle d'affaires où tu veux vendre des billets avec une certaine quantité. Quand tu as un objectif de vente de, disons, 20 000 billets ou plus pour un événement, tu n'as pas le choix de mettre une certaine quantité d'argent qui vient avec, alors qu'à l'époque, dans nos débuts, on allait principalement donner X mille dollars à un agent de relations de presse pour nous bâtir une notoriété organique dans les médias traditionnels, puis on allait compter sur quelques créateurs de contenu clés, quelques boosts, comme je le disais tantôt, sur Facebook pour jouer dans l'univers numérique. Et maintenant, tu n'as pas le choix de l'investir avec des moyens techniques poussés pour bien convertir tes gens, parce que tu peux pas non plus, à moins que tu sois ultra riche, mettre tout ton argent dans de l'achat de publicité sponsorisée ou d'influenceurs de haut niveau. Ça coûte trop cher. Absolument. Fait que, oui, mais ça occupe une place de plus en plus grande à chaque année. Jonathan, Nicolas, on le sait, les géants du web font des profits importants, on va dire mirobolants, avec la publicité numérique. On en a parlé souvent de cette question-là, mais est-ce qu'il faut prioriser des joueurs locaux, quitte à avoir moins d'impact, ou est-ce que ces grandes plateformes, les GAFAM comme on les appelle, sont la seule façon de maximiser ces achats publicitaires? J'ai une opinion mitigée sur le sujet, peut-être un peu controversée. En fait, on l'a bien vu là, en 2020, en juillet, je crois, il y a eu un mouvement de boycott de Facebook. Ouais. Puis c'est des milliers d'annonceurs qui sont retirés de la plateforme. Puis au final, ce qui est resté de ça, c'est qu'un mois plus tard, ils y sont revenus. Ça n'a pas duré longtemps. Donc, c'est clair que le mouvement, le modèle financier des médias locaux est très à risque en ce moment, mais je pense pas que c'est équitable ou responsable de demander à des PME d'être capables de régler ce problème-là. Je pense qu'il y a d'autres solutions qui sont d'autres solutions qui doivent s'adresser vraiment à cet enjeu-là. D'autant plus que pendant des décennies, ces fameux médias locaux-là ont très bien performé. Puis, avec tous les revenus qu'ils ont engrangés, ça a été redistribué en grande partie à travers des bonus qui étaient versés aux représentants des ventes. C'était vraiment faramineux. Et pendant ce temps-là, il y avait d'autres joueurs, notamment des joueurs américains, qui, eux, choisissaient de réinvestir dans des options de ciblage plus avancées, puis dans des formats qui étaient
plus intéressant pour les consommateurs, pour les internautes, que des bannières publicitaires. Ouais. Donc, il y a des choix stratégiques qui ont été faits, que je dirais, qui ont été un peu discutables. Puis maintenant, ils se retrouvent un peu au pied du mur, puis on retrouve un peu le mouvement de balancier, puis il y a du rattrapage à faire. La bonne nouvelle, c'est que il y a de plus en plus d'efforts qui sont mis pour offrir des options plus intéressantes aux annonceurs québécois. Et avec cette montée-là de la performance des offres publicitaires qui sont maintenant disponibles pour les annonceurs québécois, on voit de plus en plus de dollars revenir. Mais je pense que ça va être ça qui va être important, que ces médias-là continuent à investir dans la R&D pour être capables d'offrir des choses qui sont aussi performantes que ce qu'on est capable de retrouver ailleurs, plutôt que d'espérer la charité d'événements qui doivent déjà parfois arrimer les deux bouts parce que le secteur culturel est ce qu'il est. Ici, si on regarde, bon, il y a le secteur culturel, le secteur touristique aussi. Est-ce qu'il y a des plateformes pour cette industrie-là à prioriser, selon vous, Jonathan Nicolas? Bien, il y a une multitude de plateformes. Je ne dirais pas qu'il y en a une en particulier qui est dédiée à un secteur. On voit qu'il y en a de plus en plus qui sont performantes, de plus en plus populaires. TikTok serait clairement une plateforme qui vaudrait la peine pour des membres, pour des institutions, pour des organisations dans le domaine du tourisme de s'y pencher. Puis, les options ont grandement évolué dans la dernière année. C'était d'abord très orienté vers tout ce qui était création de contenu organique. Enfin, il y a de plus en plus de ciblage, d'options granulaires qui deviennent intéressantes. Donc, pour tout le milieu touristique, effectivement, la publicité sur TikTok devient une option de plus en plus intéressante. Et est-ce que je me trompe ou Facebook, en changeant son algorithme à de multiples reprises, finit par se mettre à dos certains annonceurs? Moi, j'ai l'impression qu'il y a des organismes qui ont décidé de presque plus faire de publicité sur Facebook justement parce que le retour était de moins en moins là. Est-ce que c'est vrai, ça? Ça dépend des industries, ça varie. Ceci dit, ce qu'on observe beaucoup en ce moment, c'est un ralentissement de la croissance des investissements sur Facebook. Par contre, Meta, en tant qu'entité globale, continue avec de croître. Instagram, ouais. Exactement. Donc, on observe des entreprises qui investissent moins sur Facebook, mais vont utiliser la même plateforme publicitaire de ce géant-là pour investir davantage sur Instagram. Donc, on finit par juste transférer l'argent du côté A vers le côté B. Donc, ça reste dans la même famille, on va dire ça comme ça. Pour l'instant, oui. Il y a de plus en plus de fragmentation parce qu'il y a plus de nouveaux joueurs qui rentrent. On a parlé de TikTok qui gruge de plus en plus ces dollars-là. Amazon gruge de plus en plus de dollars à Google. Spotify prend de plus en plus de place. Snapchat prend aussi de plus en plus de place. Donc, effectivement, Meta est plus sous pression qu'elle l'était par le passé. C'est intéressant. La technologie, évidemment, permet de suivre le parcours des utilisateurs sur le web avec plein de données, les fameuses data. Comment les attractions, les événements peuvent utiliser ces données-là pour fidéliser le public? Est-ce que vous le faites chez Mural? Oui, on commence à le faire de plus en plus. Là, c'est vraiment ça le virage qui nous a été rendu obligatoire par aussi ce qu'on voulait réaliser dans notre modèle d'affaires. Je pense que puis de toute façon, la problématique quand tu es une attraction puis que tu n'as pas de moyen de mesurer quoi que ce soit sur ton public, c'est que tu peux difficilement t'améliorer dans un univers où chaque dollar doit être le mieux investi possible parce que ça coûte cher. Donc, sans base de données d'acheteurs courriels ou sans sondage qualitatif, quantitatif, profil démographique, sans capacité de maintenir une conversation avec des clients aussi, parce que c'est ça que les courriels et les coordonnées des gens permettent de faire. Bien, sans tout ça, clairement, on n'y arriverait pas. On a l'impression que tu dis mon produit est intéressant, mais je ne sais pas comment le faire connaître auprès des bonnes personnes, parce que suffit plus que j'aie un bel article dans le journal qui en parle pour que ça fonctionne. Fait que c'est une démarche qui est complètement inverse de ce qu'elle était avant. Avant, on faisait confiance, d'une certaine manière, aveuglément aux plateformes sur lesquelles on annonçait. Maintenant, on travaille avec notre public pour éviter
d'avoir à dépenser de l'argent sans pouvoir mesurer son impact. Ouais. Jonathan Nicolas, bonne pratique en données, vous diriez quoi pour une entreprise? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est de les avoir. De les récolter, c'est de les récolter, puis en toute franchise... De savoir lesquels, j'imagine aussi? Oui, absolument. Puis il y a plusieurs sources. Pour plusieurs organisations, les données web sont une des sources qui sont les plus cruciales. Puis en ce moment, ma crainte, c'est la collecte de ces données-là qui va changer à partir de 2023, notamment avec une des mises à jour de Google Analytics qui est annoncée. La version actuelle va arrêter de collecter de l'information à partir de juillet 2023, puis il va falloir utiliser plutôt une nouvelle version, GA4, qui doit être installée par les différents acteurs de l'industrie touristique ou événementielle sur leur site web. Donc, je ne sais pas à quel point ces différents acteurs-là sont réellement au courant actuellement qu'ils doivent poser une action concrète pour être capable d'assurer de collecter ces données-là. Mais ni c'est pas fait, ils vont perdre beaucoup d'informations qui sont extrêmement riches pour être capable après ça de déployer un paquet d'actions stratégiques, qu'elles soient autant orientées vers l'acquisition que la fidélisation. Bon, donc, faut commencer par se former sur ce nouvel outil-là, avant toute chose, c'est ça que vous dites? Absolument. Faire le virage vers GA4, c'est une des actions urgentes à poser pour ces acteurs-là. Bon. Pierre-Alain, vous avez aussi cofondé le festival GEM à Drummondville, un événement qui a été lancé en 2022, je disais en entrée de ce balado, qui est voué à la culture numérique et à Internet. Pourquoi lancer un événement en personne, mais qui est dédié au web? C'est une combinaison, je dirais, entre la lassitude d'une pandémie qui nous donne le goût de se revoir en personne, mais aussi c'est un clin d'œil. C'est vraiment un clin d'œil au passé culturel de Drummondville, qui avait été le berceau du mondial du folklore et de la culture, un événement qui a duré pendant 30 ans, là, des années 70 aux années 2000. Puis nous, on l'a réinterprété un peu en disant, le folklore aujourd'hui, il se transmet comment? Il se transmet sur Internet. Il n'y a plus de frontières, donc on peut le mettre en valeur de plein de manières différentes. Nous, on le fait principalement dans le domaine physique, mais on doit parler quand même à la base, au core fanbase de la culture geek pour les amener à venir nous voir, parce que c'est le genre de produit qu'on offre à ce genre de public-là en personne. Donc, c'est assez spécial. Mais donc ça, c'est un exemple parfait d'un produit. On va dire que c'est un produit, ce festival, pour parler de publicité numérique. Donc, ça a été quoi les principaux canaux que vous avez employés pour faire connaître ce festival GEM à Drummondville et sa mission aux visiteurs que vous vouliez attirer? À la base, l'ensemble des activités étaient gratuites pour le festival et sur le domaine public au centre-ville d'une ville où le centre-ville n'occupe plus, disons, la place centrale des socialisations des plus jeunes générations. Tous les restaurants sont en bordure d'autoroute et les hôtels. Les événements qui se déroulent déjà au centre-ville attirent, mais en dehors de ces 2-3 journées-là, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, l'affichage traditionnel ne pouvait pas être la seule option. Donc, veux pas, ça a été une grosse campagne de notoriété numérique sur les principales plateformes, Meta et Google. Mais c'est sûr que sans pression de vente de billets, c'est un petit peu plus facile de se lancer avec des moyens plus restreints au début. Par contre, on réalise les limites que ça a. On a un festival dont le contenu devrait attirer beaucoup les très, très jeunes. Puis on se rend compte que Meta n'est plus nécessairement la plateforme que ces générations-là privilégient. Là, je pense y compris Instagram? Y compris Instagram. Là. Quand je parle pas nécessairement des 18-34, mais plus, disons, des 16-25. Ouais. Essaye de rejoindre des 16-25 en utilisant juste Facebook puis Instagram. Bonne chance. Alors, qu'est-ce qu'il faut utiliser si c'est plus Instagram? Jonathan parlait de TikTok. Je pense que c'est une des avenues. En même temps, il y a quand même probablement plusieurs manières de le faire à travers d'autres plateformes dont il parlait aussi, comme Spotify, qui est peut-être un nouveau YouTube par rapport à ce type de publicité-là. Snapchat également, mais comme il disait aussi, dans le cas de TikTok, par exemple, c'est une plateforme où la publicité puis la manière de la faire n'était pas évidente au début, puis l'expertise aussi de nos équipes, puis même
à la limite des agences avec qui on pourrait travailler sur des plateformes continuellement en renouvellement comme ça, c'est pas facile à suivre. Fait que je pense qu'on a encore besoin de trouver la solution, la réponse à cette question-là parce qu'on est un peu perplexe. Nous-mêmes, on vieillit. Nous-mêmes, on a grandi à l'origine, vous le disant, avec un événement où ça marchait bien parce qu'Instagram était ultra cool. Puis là, nous-mêmes, on se fait rattraper par la réalité que OK, mais là, les jeunes aujourd'hui, ils trouvent plus ça si cool que ça, Instagram. OK, il faut le réaliser. Il faut faire quelque chose. Qui a l'expertise de nous aider pour ça? Puis, Jonathan, comment on fait pour rester à l'avant-plan d'un milieu qui change, j'ai l'impression, constamment, là? Mais je pense qu'il faut être certainement passionné par le domaine. Ouais. Personnellement, moi, je trouve ça intellectuellement très stimulant parce qu'il y a des nouveautés qui sont en continu, les problèmes deviennent de plus en plus complexes. Donc, il faut vraiment aimer ça pour être capable d'absorber continuellement de l'information. Si on s'assoit sur nos lauriers pendant quelques mois, on peut devenir complètement dépassé. Donc, il faut entretenir cette flamme-là, puis être nous-mêmes des utilisateurs des plateformes. J'ai entendu tellement d'entreprises qui voulaient se lancer en publicité sur TikTok, mais n'avaient jamais eux-mêmes télécharger TikTok ou utiliser TikTok. Donc, il faut, cultiver cette curiosité-là pour être capable de rester à l'affût puis être capable de faire les bons choix. Et en même temps, il y a des organisations qui composent avec des équipes, puis probablement dans l'industrie du tourisme et des attractions, il y en a beaucoup, mais avec des équipes réduites, ou encore, on en parle beaucoup en ce moment, il y a la pénurie de talent, il y a un gros roulement de personnel dans les organisations. Quelles tactiques peuvent employer ces entreprises, ces organisations pour s'assurer d'optimiser sa publicité numérique, de rester à jour? Est-ce que c'est, par exemple, plus intéressant de faire appel à des agences ou à des experts à l'interne, ou d'avoir une forme d'internaliser une partie de cette expertise-là, parce que je pense que l'agence reste bien sûr un partenaire super important. C'est quoi la bonne façon de faire? Mais je séparais la question en deux volets. Le premier aspect pour être capable de trouver les bonnes tactiques là, pour optimiser ça dans un contexte d'une organisation qui a des moyens réduits, c'est de s'assurer d'en faire moins, mais de le faire mieux. Parce que chacune de ces plateformes-là ont leurs codes qui sont propres, ont leur manière d'optimiser qui sont propres, puis il faut faire plusieurs tests. Donc, souvent, un des pièges, c'est de dire, je veux faire une campagne sur plusieurs réseaux, mais étant donné que j'ai des moyens limités à l'interne, par exemple, je vais prendre le même créatif, le même visuel, la même vidéo, puis je vais la diffuser partout. Donc, diluer un peu son contenu, là. C'est ça. Donc, vaut mieux choisir moins de plateformes publicitaires et bien les faire lorsqu'on a des moyens limités, plutôt que de faire une seule production qu'on envoie qu'on va diffuser partout. Pour ce qui est du deuxième volet, maintenant, de comment travailler avec une organisation externe ou interne pour y arriver, personnellement, je pense que la solution est dans ni l'un ni l'autre de ces deux modèles-là. Je pense que c'est davantage l'option hybride qui fonctionne le mieux, ou du moins de mon expérience de ce que j'ai vu. Les plus beaux succès, c'est lorsque, par exemple, l'agence va s'impliquer pour développer les compétences de certains membres clés de l'équipe interne pour être capable, après ça, d'avoir un travail d'équipe qui va être beaucoup plus collaboratif, là. Pas juste comme le buzzword de conférence collaboratif, là, mais d'être capable de vraiment se partager des tâches, puis que les tâches les plus techniques, par exemple, peuvent être réalisées par les spécialistes des agences, mais que certaines tâches qui sont plus créatives soient réalisées du côté du client parce que c'est eux qui connaissent eux-mêmes les acheteurs potentiels. Donc, en faisant ça, je pense que c'est aussi beaucoup plus abordable, en plus d'être plus efficace. Puis même sur le long terme, cette façon-là de fonctionner permet de distribuer les connaissances à travers différentes personnes au sein de l'agence, au sein de l'organisation, au sein du client, puis ça fait en sorte que s'il y a un roulement de personnel, c'est plus sain en termes de pérennité pour être capable de conserver une partie de l'expertise plutôt que tout soit concentré sur une personne ou vers une personne, puis si celle-ci quitte l'organisation ou l'agence, là, on perd l'entièreté du savoir qui a été accumulé sur le projet. Puis,
Pierre-Alain, si on se projette là, dans vos prochaines éditions, qu'est-ce que vous avez sur votre radar en matière de publicité numérique pour les 2 festivals pour lesquels vous œuvrez? On a une restructuration puis un nouveau développement de nos équipes internes puis des experts avec qui on travaille. Là, j'écoutais ce que Jonathan dit, puis on est vraiment rendu là, nous, de créer un meilleur équilibre entre les compétences qu'on a à l'interne puis une certaine stabilité, parce que c'est devenu des opérations plus grosses pour nous. Donc, pour le moment, je dirais que c'est vraiment un challenge de ressources humaines et de recherche de spécialistes. Puis c'est vraiment pas évident, parce que tu peux pas te fier uniquement aux gens qui ont une expérience avec l'industrie, de la manière dont elle fonctionnait avant. Tu dois essayer de trouver des gens qui ont la sensibilité et la curiosité pour apprécier et diffuser ton produit, mais qui ont aussi une certaine maîtrise de l'univers technique derrière ce type de publicité-là. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que j'entrevois comme un grand défi, parce que c'est souvent pas des compétences du type de ceux qui ont un background en marketing traditionnel. C'est comme je le disais tantôt, c'est de la connaissance en programmation informatique, c'est de la connaissance en maths, c'est de la connaissance en analyse quantitative. C'est pas évident. Fait que je pense que ça, c'est le principal défi. Après, ça va être quelle nouvelle plateforme attire le public et comment on fait pour y aller. Ah ouais, ça c'est la grande question. Énormément de défis, et puis j'ai l'impression qu'on pourrait se revoir dans quelques mois, ça aura déjà beaucoup changé. Certainement. Merci beaucoup Jonathan Nicolas, Pierre-Alain Benoît d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir de vous parler de ce sujet fascinant. Ne manquez pas les autres épisodes de Destination Numérique, où il sera notamment question d'expérience client, de stratégie de contenu ou encore de métavers. Merci beaucoup. Merci à toi.